On l'a choisi, on l'a voulu, on l'a eu. Faut assumer maintenant. Ouais. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast. Alors, attention, aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre. Incroyable. Voilà. Est-ce que t'as pleuré en le voyant ? J'ai repleuré en le revoyant parce que j'avais pleuré la première fois. Toutes les larmes de mon corps. Vous l'avez compris, je suis avec Julien Dupuis, ici présent. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et nous allons parler d'un classique. Hein. Alors, attention, asseyez-vous. Je vous en supplie, asseyez-vous avant qu'on dise le titre. Torque. La route sans flamme. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire torque ? Torquer. Ah, tu vois, je sais plus, c'est un terme de moto, non ? C'est un truc comme ça, en fait, je crois que c'est un truc de rotation. Ouais, c'est un terme sur la vélocité de la rotation, un truc comme ça. C'est un film qui est un film érudit et raffiné sur la vitesse, en fait, qui se pose la question de la vitesse. C'est ça, tu vois. Et réaliser le premier film le premier long métrage en tant que réalisateur de Joseph Kahn. Exactement. Gros film de studio, hein, c'était un film Warner à l'époque et produit par Neil Moritz. C'est sur les brisées du succès de Fast and Furious, vraiment. Exactement. Et d'ailleurs, on va en parler parce que c'est un vrai problème, moi je trouve, dans le film. Un problème supplémentaire, on va dire, à l'aspect, on va dire, assez cynique de l'entreprise. Hein. Je lâche le mot, ça y est. Je sais pas, c'est cynique. Je pense que le côté cynique, en tout cas, je sais pas si c'est tant à attribuer à Joseph Kahn, mais on va en parler avant. Alors, peut-être présenter Joseph Kahn, non ? Alors, qui est-il ? Joseph Kahn, c'est pour ça, c'est-à-dire que Joseph Kahn, c'est à la base un clipper. Donc, que si vous êtes des vieux de la vieille comme nous, et que vous regardiez MTV, on va dire, à l'époque, si tu veux, parce que vous intéressiez aux nouvelles formes, disons. La bonne excuse. Ouais, c'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire, à une certaine époque, à MTV, tu pouvais voir des trucs assez novateurs, tu vois. C'est vrai. À la fin des années 90, début des années 2000, l'époque de McG, des mecs comme ça, c'était peut-être un peu moins vrai, mais même si moi je défends McG, en tout cas les débuts, et d'ailleurs j'ai fait un épisode de Story sur Charlie's Angels, donc je vous engage à aller le voir, même si vous dites pourquoi il a fait un épisode sur Charlie's Angels, parce que c'est pas mal, Charlie's Angels, voilà, c'est mieux que Torque, et donc c'était un réalisateur de clips, il avait fait notamment, alors aujourd'hui c'est des trucs qui marchent, enfin personne se rappelle même ce que c'est, quoi, tu vois, je pense, mais c'était Cisco, les rappeurs comme ça, en fait, si tu veux, qui faisaient Fong Song, je me rappelle, voilà, avec que des fichailles sur des culs. Voilà, mais il avait fait des... C'est un Sud-Coréen à la base, hein, Joseph Kahn. D'origine, je crois. Et qui est allé à l'école du cinéma, qui rêve d'être réalisateur depuis qu'il est tout petit. Je veux dire, c'est un personnage. J'ai un rapport un peu ambigu avec ce mec. Moi, je le suis sur Twitter et tout, notamment. Et je trouve qu'il est à la fois hyper attachant parce qu'il a pas la langue dans sa poche. Il est assez entier comme ça quand tu le vois. Et puis, il a un côté un peu calculateur à la con et un peu mondain, en fait, sur certains trucs qui m'énervent aussi pas mal. Il est assez dur, je trouve, à cerner ce mec, et je trouve que Torque, quand la route s'enflamme, à chaque fois qu'on dira le titre, il faudra le dire en entier. La route s'enflamme. Et je trouve qu'il pâtit aussi de ça, en fait. C'est un film qui est assez ambivalent, en fait, je trouve, là-dedans. Alors, en tout cas, il avait fait je finis ici juste là-dessus, il avait fait aussi les clips, notamment de Britney Spears. Il avait fait Stronger, je me rappelle. C'était c'est un truc qu'il a clairement identifié. Et à l'année, je crois que c'était l'année où il faisait Torque. Alors, je sais plus si c'était avant ou après Torque, mais il avait fait Toxic, qui est un de ses clips les plus connus, je pense, à Britney Spears. Et puis on lui doit aussi le clip du clip de Shakira et Rihanna, là, magnifique. Shakira et Rihanna. Ouais, ils ont fait un clip ensemble. Ah ouais. Bon. Je me rappelle plus du type. Ouais. Non, toutes les deux elles chantent là, c'est magnifique, elles bougent leur cul tout le temps, il est hyper émouvant, je l'ai vu 10 000 fois. Il se trouve qu'à cette époque-là, en fait, les studios hollywoodiens allaient chercher des clippers, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Maintenant ils vont chercher des cinéastes indépendants, c'est vrai, fonctionnement. C'est vrai. Mais le fonctionnement de l'époque pour les films d'action, en tout cas, c'était d'aller chercher des clippers. Donc t'avais notamment, par exemple, je crois, si je dis pas de bêtises, Dominique Sénat, lui c'était un pubard plutôt. Mais t'avais. Mais c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont au fait de toutes les nouveautés technologiques, mais c'est les héritiers qui ont des budgets illimités en général sur ce genre de trucs, en tout cas à l'époque. C'est les héritiers de Russell Mulcahy, de Steve Barron, de tous ces mecs-là en fait qui ont. Toi tu dis Russell Mulcahy, tu dis pas comme Arnaud Roussel. Ah ouais, Roussel non, je dis Russell comme Christophe Lambert. Mais de tous ces mecs en fait qui étaient au fait de toutes les innovations technologiques qui pouvaient en fait donner du punch en fait aux images en fait. Ouais, parce que en fait on
sortait à l'époque du bullet time et des trucs comme ça, et que d'un seul coup, ça semblait cohérent en fait d'avoir ce type de nouvelles images entre guillemets. Et bon voilà, après ça a donné un tas de films de merde, tu vois, d'action. Moi, je pense notamment par exemple à des trucs comme Bulletproof Monk en fait, qui est réalisé par Paul Hunter, là, qui était un enfer. Donc il y a Torque en fait, c'est un peu là-dedans, même si Torque en fait c'est un peu petit, c'est différent. C'est encore différent parce que ça va tellement loin. Voilà, c'est ça le truc. Que voilà, il y avait ce film là aussi avec Antonio Banderas et Lucy Liu. Ah là là, quelle horreur. Dont j'ai plus le titre, Ballistic X versus Sever, là, qui était réalisé par un mec qui s'appelait Chaos. Mais l'idée derrière tout ça, c'est comme encore une fois quand Russell fait Highlander, en fait, finalement, Steve Barron et tout, c'est que l'idée, c'est que des studios qui est assez basique, c'est que pour faire du film d'action, il faut des images qui tabassent. Et du coup, ils vont chercher des mecs dont le métier est de faire des images qui tabassent, c'est-à-dire d'être dans l'immédiateté et dans l'image qui accroche tout de suite, qui accroche l'œil. Et alors, et qui ont l'habitude de tourner avec des éléments, c'est-à-dire que mettre en avant, mettre en valeur, on va dire, des motos, des bagnoles, des belles bagnoles, des culs, des explosions, tu vois. Donc en fait, le truc, il va te faire une putain de bande-annonce qui en jette, quoi. Il met les bandes-annonces très bien en valeur, les culs de Rihanna et Shakira. Joseph Kahn, on lui doit ça. Il faut lui tirer notre chapeau rien que pour ça. Salut l'artiste. Mais et le truc en fait, le truc avec Joseph Kahn, c'est que lui, il aime ça. Enfin, la suite de sa carrière va quand même nous prouver que c'est pas simplement. Le réalisateur de Bulletproof Monk, je suis pas sûr qu'il aime autant faire des films, qu'il ait autant à cœur de faire ça. Joseph Kahn, de toute façon, et ça c'est un truc que tu peux pas lui retirer, c'est que il va être blacklisté totalement après Torque. C'est-à-dire que le mec, aucun studio ne va lui refiler les commandes d'un film, ce qui le rend quand même attachant. C'est-à-dire que malgré toutes les réticences qu'on a sur Torque, voilà, le mec, il va jusqu'au bout de son trip et il va revenir par la toute petite porte avec des films qu'il va financer avec ses propres deniers en faisant des pubs et en faisant des clips avec Shakira et Rihanna qui bougent leur cul. Et surtout des films qui ont quand même, mine de rien, une tenue artistique, en tout cas de détention par exemple, qui est un film qui a coûté $1 million à l'époque, c'est-à-dire quasiment rien, quoi, a une vraie tenue artistique visuelle et surtout, alors, une vraie ambition. Ouais, ça raconte quelque chose. Oui, c'est-à-dire, moi je suis pas forcément un grand fan de détention, mais c'est sûr qu'à côté de Torque, là, et je sais pas si vous avez entendu, il y a une très belle bagnole qui est passée d'un coup là pour faire. Je sais pas si on l'entendait dans le micro, mais voilà. Non, Torque ne raconte rien. J'ai envie de dire. Ah, ça c'est l'enfer. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pitcher Torque, mais je suis même pas sûr qu'on puisse le pitcher. Tu vois. Attends, je vais essayer de le faire. C'est un mec qui revient d'un exil parce qu'il a été... Putain, je m'enlisais encore dans un pitch, je le sens. Ouais. Et en fait, il revient au milieu de gangs de motards, etc. Pour une vieille affaire. Putain, je me rappelle plus. Voilà, et en fait, il est poursuivi par les flics. Il est poursuivi par les flics et par les motards, en fait, parce que justement, le mec, il est droit dans ses bottes de motard. Il veut récupérer sa femme. Voilà, c'est ça. Voilà, en gros. Mais bon, après, le problème, c'est qu'en fait, on s'en fout. En vrai, le truc, c'est que la seule chose qu'on puisse vraiment dire, en fait, en gros, parce qu'à mon avis, ça a été pitché littéralement comme ça au studio, c'est Fast and Furious. Qui venait de cartonner à l'époque, ça faisait 2-3 ans. Il y a un scénar pour le coup dans Fast and Furious. Ouais, bon. Bah si, je veux dire, t'as un truc de flic infiltré, etc. Là aussi, il y a des flics au cul, enfin bref. Oui, mais ils sont pas infiltrés. Ouais, mais en fait, il y a un méchant infiltré dans les flics. Bref, tu vois, ça, c'est là où ça devient un peu compliqué. Torque, tu vois. Torque, la route s'enflamme, ça devient un peu compliqué. Et donc, en fait, le truc, c'est que ça a été pitché comme ça au studio, c'est Fast and Furious, mais avec des motos. Exactement. Et l'idée du film, c'est de le dire, mais dès le début, c'est-à-dire de l'assumer dès le début, dans la scène d'ouverture, qui est une scène en fait où la moto se retrouve en compétition avec deux bagnoles sur une route, une ligne droite, quoi. Et il leur met la misère. Et il leur met la misère avec, d'ailleurs, à la fin de la séquence, un plan en fait sur un panneau qui tourne et il y a écrit Car Sucks ou je sais plus quoi, ou Car. Oui, parce qu'en fait, t'as un. Merde, j'ai oublié ce truc d'effet optique en fait. L'ancêtre du cinéma en fait, voilà, le panneau tourne et c'est vrai que ça compose en fait une phrase comme ça. Ouais. Voilà, et donc en fait, si tu veux, pour ça que je parle de cynisme, et je mets les pieds dans le plat directement, c'est que, mais oui, mais en fait, le film n'arrête pas, c'est-à-dire que t'as à un moment donné, t'as un perso qui dit. Oui, je vis ma vie. Il reprend la phrase de Dominique Toretto dans Fast and Furious. Je vis ma vie un quart de kilomètre à la seconde ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Et la nana, la réponse, c'est le truc le plus débile que j'ai entendu de ma vie, quoi. En fait, je pense qu'il y a eu une double couche de cynisme dans Torque, La route s'enflamme. C'est d'une part, effectivement, je pense que c'est surtout dû à Neil Moritz, qui est quand même quelque chose. Enfin, c'est
parmi les grands cataclysmes du film d'action moderne, lui, il se pose quand même là. Je veux dire, C'est clair. C'est quand même un gros connard qui produit des films de gros connards avec une attitude de gros connard, quoi. Voilà. Moi, le Tu l'as interviewé, toi, d'ailleurs. Je l'avais interviewé pour Triple X. Tu l'as dit que c'était un gros connard. Alors, je l'ai pas dit ouvertement, mais par contre, c'est vrai que bon, c'est bien, on est dans le sujet. Moi, on fait pas une émission comme Stéroïde par hasard. Hein. Je veux dire, le cinéma d'action, c'est mon genre préféré. Je le répète à chaque fois. C'est vraiment pour moi. C'est pour ça qu'on parle pas de Freddy. Voilà. Non, mais c'est le genre le plus noble en fait pour moi du cinéma entre guillemets. C'est-à-dire, et c'est une façon de le dire parce qu'en fait, c'est tellement cinématographique à la base. Et je le précise pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de films d'action finalement que je hais viscéralement, c'est-à-dire je les aime pas, il y a plein de films que j'aime pas, on en a parlé plusieurs fois dans ces épisodes et tout, mais des films que je hais profondément, il y en a très très peu, et parmi eux il y a Triple X qui est pour moi en fait pas une arnaque, en fait vraiment une dévitalisation totale du cinéma d'action, et je l'avais interviewé à cette époque-là. Et c'est vrai que le but de mon interview, c'était de pointer du doigt en fait ses fonctionnements, mais sans avoir l'air d'y toucher, lui parler de ses formules, lui parler de ses trucs. Et lui, en fait, si tu veux, il l'a senti. Et il l'a senti au bout d'un moment parce qu'en fait, c'est surtout, il m'a posé la question, il m'a dit, mais vous aimez le film? Et je lui ai dit, bah non. Et alors, il a dit quoi? C'est intéressant d'avoir en fait, il m'a dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et je lui ai dit, bah, alors vous pouvez la lire, cette interview, elle est dans le Mad Movies de l'époque, de la sortie. Tu lui as dit, vous êtes un gros connard. Bah, je lui ai dit non, je lui ai dit, c'est un film qui maintient pas du tout la fuck you attitude qu'il est censé avancer. C'est clair. Dans le personnage principal, c'est quand même un personnage qui rentre dans le rang, et puis je lui ai dit, il y a pas d'action en fait. Il y a très peu d'action. Et alors lui, il était offusqué, il m'a dit, mais comment ça, il n'y a pas d'action, tu vois? Et évidemment, en fait, je pense qu'un mec comme Neil Moritz, quand tu lui dis ça, il comprend pas ce que tu lui dis, parce que toi, dans ta tête, tu penses à Die Hard et à toute épreuve. Mais lui, c'est même pas ce que c'est en fait. Si tu veux, lui, il se dit j'ai déboursé 5 millions de dollars chez Digital Domain pour faire la séquence de l'avalanche, puis c'est tout ce qui retient. Voilà, c'est ça, sûr. La séquence d'avalanche ou la poursuite sur Prague en bateau. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Triple X, mais Neil Moritz, il faut le replacer quand même parce que c'est vrai. Connecté parce que Neil Moritz, en fait, si tu veux, il y a ce truc de. Alors ça marche quand c'est Triple X parce que ça cartonne au box-office, hein, tu vois. Mais c'est un mec. Seul qui a fonctionné. C'est un de ces mecs qui a 45-50 ans à l'époque où il fait ça, tu vois, enfin 40 ans en tout cas, et qui en fait a une tête de vieux, une tête de tu vois, et qui d'un seul coup en fait se fait relooker pour se mettre en avant sur les trucs, et il se met une petite boucle d'oreille, il se rase le crâne, il est comme ça le mec. Et Rob Cohen, c'est encore pire quoi, parce que Rob Cohen, pour le coup, les premières fois où tu le vois sur des plateaux quand il faisait Dragon, l'histoire de Bruce Lee en tant que réalisateur, il avait son mulet pourri alors qu'il avait pas de cheveux devant, tu vois, il avait des trucs comme ça, puis là d'un seul coup les mecs ils se surlookent pour faire attention, on est jeunes nous aussi quoi. Et le problème en fait, si tu veux, c'est que ce jeunisme ambiant en fait qui est important en fait, parce qu'il faut vraiment le montrer, c'est ce qui ressort de ces productions là, c'est ce qui fait que ces productions vieillissent très très mal. Et si on n'avait pas quelqu'un comme Joseph Kahn sur un truc comme Torque, on en parlerait ça serait absolument pas un film jusqu'au boutiste. Là c'est le principe de Torque, c'est-à-dire moi c'est un film que je n'aime pas, hein, soyons clairs, tu vois, mais c'est un film qui est Torque, La route sans flamme, pardon, c'est un film jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que c'est important de le dire. Exactement. Mais alors juste pour finir sur le cynisme, donc on a parlé de Neil Moritz qui donc qu'on a rien à foutre, qui a aucune éthique de cinéma, de quoi que ce soit et tout, et qui donc produit aussi des trucs. C'est aussi ça hein, qu'il faut dire, c'est que il a contribué aussi à faire beaucoup de mal au cinéma d'action parce qu'il est devenu alors je suis désolé, tu vas bondir, mais un peu l'équivalent du Joel Silver light des années. C'est une des questions que je lui ai posées à l'époque. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une formule comme Joel Silver? Sauf que Joel Silver, il avait des formules, mais il faisait des films qui n'étaient pas des PG-13, et puis il faisait des films qui quelque part allaient au bout de leur concept. Alors que Neil Moritz, c'est un mec, même tu vois dans Triple X3, qui a le potentiel pour être un film un peu fucked up, il est pas du tout fucked up ce film. Il est tout schmoll, c'est tout mou. Tu sens que le mec, il nique tous les trucs en fait qui pourraient faire du film un objet un petit peu déviant. Et sauf qu'il y a deux films qui échappent à ça, à mon sens. C'est un petit peu Triple X2, dont il faudra qu'on parle un jour peut-être. Parce que c'est quand même un film assez drôle. Et Torque. Mais Torque, il y a un autre problème de cynisme qui vient aussi de Joseph Kahn. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des gros problèmes finalement du film. Et c'est peut-être le plus gros problème qui vient de lui, qui est que lui, il a aucune considération pour ces trucs-là. Et lui, il se positionnait très clairement à l'époque en disant: je fais un film intelligent sur un truc bête. C'est-à-dire que et tu le sens en fait, il le regarde de haut, il en a rien à foutre des motos, il en a rien à foutre du monde des motards, et je pense que c'est un problème quand tu fais un film comme Torque, et surtout il en a rien à foutre de son film en lui-même. Et je pense c'est ce qui rend le film bizarrement, malgré tous ses atouts déviants, on va dire, je trouve difficile à regarder. C'est que je trouve que
t'as la couche Neil Moritz, t'as la couche Joseph Kahn, et du coup, tu sens que c'est des mecs qui n'aiment leur film que par un biais complètement tordu, enfin en tout cas Joseph Kahn. Et du coup, t'as un truc qui rend le film un peu antipathique en fait, alors, je trouve là-dedans. Non, t'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord, et soyons un peu transparents. C'est-à-dire que en gros, nous, quand on fait un épisode de Stéroïdes à peu près une fois par semaine, bon, peut-être un peu moins en ce moment parce que ça, le temps pour un film prend un peu le dessus, que les salons réouverts, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de matière à traiter. Et on pourrait choisir des films beaucoup bien meilleurs que celui-là, mais l'idée, c'est de panacher, de choisir des films qu'on aime, de choisir des films que populaires, mais qui forcément méritent d'avoir un coup de projecteur comme on l'a fait avec Waterworld, que toi t'aimes, moi moins, mais voilà. Mais très bien, et après des films que comment dire qu'on n'aime pas forcément vraiment, mais qui nous semblent intéressants. Ouais. Et le truc avec Torque, c'est qu'on n'avait pas revu le film depuis 15 ans, quoi. Quand c'est sorti, presque. Ouais. Moi, je l'ai vu qu'une fois, je crois, à l'époque, en salle, et je m'étais dit bon, peut-être avec le temps, ça s'est pas bonifié, mais en fait, la déviance du film va prendre le dessus sur c'est pas tout à fait le le cas, film malheureusement. De studio de merde. Voilà. Et c'est pas forcément le cas, effectivement, et c'est un peu un des malheureux, soucis. Ça c'est moi, le problème. Le truc que j'aimerais pointer du doigt, c'est que oui, je suis d'accord avec toi, parce que je pense que c'est une pirouette, si tu veux, d'essayer de s'en tirer en disant je fais un film méta, tu vois, parce que c'est pas vrai. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça reste un film de beauf, tu vois. Ça, il faut aussi regarder les choses comme ça. Et le truc, en fait, si tu veux, qui est un petit peu déviant, on va dire, si tu veux, c'est quelque chose qui, nous, peut-être nous intéresse, qui serait je vais utiliser le terme avec parcimonie, dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise le terme avec parcimonie parce que et je veux pas avoir l'impression de me boucher le nez, mais en vrai, le problème en fait de ce film, c'est que l'idée principale de Joseph Kahn, c'est de se dire ok, je vais prendre tout ce qui est vraiment fondamentalement un scénar de merde, et effectivement il le regarde avec une certaine hauteur, et se dire je vais filmer ça comme personne n'a jamais filmé ça. Or le problème, c'est que chaque scène, chaque plan, chaque truc est différent. Et une action aussi simple que je jette un flingue à quelqu'un, d'un seul coup, il y a 4 axes différents, si tu veux, où la caméra, elle passe sous le comptoir, si tu veux, en même temps que le flingue, tout en fait, tu vois, mais c'est heureusement avec une contre-plongée extrême. Alors, heureusement, mais en même temps, d'un autre côté, si tu veux, le film, il devient limite, c'est ça qui le rend aussi imbitable. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Tu vois, il y a un autre truc, en fait. Moi, je pense qu'il y a un autre truc, c'est que, il faut savoir aussi, avant de voir Torque. C'est-à-dire que, la route sans flamme. C'est-à-dire qu'il faut savoir. On pourrait même l'appeler la route sans flamme, Torque. Ah, ça pourrait être pas mal, ça, pour la prochaine fois. Mais le truc, c'est que, moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, je préfère de toute façon un film pété et parfois à la limite du regardable, hein, dans Torque, la route sans flamme. Ouais, mais je pense que c'est rien de le dire. Donc pété et à la limite du regardable qu'un film regardable et morne. Voilà, moi il n'y a rien de pire que les Marvel. Je suis désolé de revenir encore là-dessus, hein, sans piter le moment, mais non, mais même sans aller jusque là, il y a une raison pour laquelle on parle de Torque et pas de Triple X. Quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que moi, je suis partisan, je suis un fan de mise en scène, je suis un fan de mise en scène structurée, j'adore Eisenstein, j'adore Hitchcock, j'adore McTeigh, j'adore tous ces grands monsieur. Non mais c'est vrai, c'est un langage à manipuler et tout, mais ils font des saltos arrière, comme dirait Arnaud, c'est clair. Des saltos arrière dans leur tombe. Mais le truc, c'est que je revendique mon droit aussi à aimer, moi j'appelle ça de l'hédonisme du cinéma, c'est-à-dire aimer le cinéma juste pour des plans qui tabassent. Moi c'est pour ça que j'adore Highlander encore aujourd'hui, c'est que Highlander c'est imbitable, c'est nul, il y a plein de trucs pourris dans Highlander, mais putain t'as des plans qui tabassent à la Luma, t'as des trucs, des travelling à fond la caisse au ras du sol, t'as des idées avec des split diopters qui en veux tu en voilà, et t'as des trucs avec des éclairs, des machins et tout. Donc, et ça, moi, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est vrai que dans Torque, alors le problème, c'est qu'il y a que ça dans Torque, la route sans flamme. Mais c'est vrai que Torque, il y a ça. C'est-à-dire que t'as un truc où tu te dis, tu viens, c'est le magasin de bonbons, quoi. Alors le problème, c'est que moi, j'adore les bonbons qui piquent. Toi aussi, Stéphane, je sais que c'est une des nombreuses choses qui nous rassemblent, mais j'ai l'impression de voir, d'avoir, c'est-à-dire que de bouffer des bonbons qui piquent pendant 1h30. C'est ton repas, c'est ton entrée, c'est ton repas. Et le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà mangé des bonbons qui piquent pendant 1h30, mais à la fin, t'en peux plus du bonbon qui pique. T'as la gueule en feu, t'es malade. T'as envie d'aller caguer, un truc pas possible.
Ça y est, après, t'avais failli que t'avais parlé de caca, quoi. Non, mais je savais que ça allait mal tourner, ce podcast. Ça y est, putain, il me fait une Arnaud Bordas. Ça y est, il est parti, quoi. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. T'as des crottes-yeux partout. Sur Torque. Mais la route sans flamme, mais... La route sans flamme, Torque, ça fait film français. Route sans flamme, Torque. Voilà, mais bon, il n'empêche que c'est un truc, voilà, il s'est pas fait blacklister non plus pour rien, c'est-à-dire que c'est... il a cherché. J'essaie d'être sérieux, mais j'ai les yeux qui dégoulinent de partout, là. Mais il faut savoir, mais voilà, et alors, il y a un truc en plus qui est génial par rapport à Russell et tout ça, c'est que lui, il est en plus le numérique. C'est-à-dire que le film il a été tourné en 2005, et c'est vraiment... Non, 2003, sorti en 2004. 2004, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est resté sur les étagères parce que ils se sont retrouvés avec ce truc, ils se sont dit putain merde, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis le gars il a pas dû se couvrir et tout parce que je sais même pas comment il a réussi à tourner ça en fait. C'est-à-dire que quand tu sais, il connaît le fonctionnement des studios et a fortiori d'un truc comme Neil Moritz, en fait je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'une des clés du succès aussi de Fast and Furious, c'est que c'était tourné un peu comme ça, mais en soft, c'est-à-dire que tu avais déjà des caméras parce que cette époque-là du cinéma, c'est bien après des films fondamentaux, à mon sens, mais je sais qu'on va pas être d'accord là-dessus, dans la façon de réfléchir à nouveau à la mise en scène de cinéma grâce aux technologies numériques comme What Lies Beneath en fait de Zemeckis. Et ça c'est des films. Attends. Mais alors moi je suis pas un fan de What Lies Beneath d'apparence, mais en fait je veux dire replaçons les choses dans le contexte. Je veux dire, What Lies Beneath c'est Vertigo à côté de bien sûr. C'est Vertigo de toute façon, mais bon bref. Non mais attends, c'est pas ça, c'est que le truc ça arrive et ça commence à gagner le cinéma. Matrix faisait partie de ça aussi, hein. C'est-à-dire que dans les années 80, c'était le Steadicam, c'était la Luma, c'était tous ces outils-là en fait. Et là, dans certains outils aussi de vidéo. Et au début des années 2000, en fait, c'est le numérique. C'est-à-dire que le numérique, tout à coup, les cinéastes comprennent qu'ils peuvent s'en servir non pas pour créer des vaisseaux spatiaux, des dinosaures, mais aussi pour finalement réfléchir autrement à leur façon de filmer l'environnement. Évidemment. Et dans Fast and Furious, t'avais ça, mais t'avais ça à la Rob Cohen, c'est-à-dire t'avais ça avec le cul tout serré, les 10 milliards regards des exécutifs qui sont là, ils ont fait ça tout doucement. Tu penses notamment par exemple au moment où ils appuient sur le turbo et que la caméra sur le turbo, mais même dans les poursuites, en fait, ouais. Tu passais par exemple d'un conducteur à un autre en traversant les voitures. Bon voilà, t'avais des petits trucs ça, mais c'était très timide. Je pense qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que Neil Moritz il s'est dit tiens, le jeune il aime ça quand la voiture quand on passe dans le moteur du voiture, donc on va le faire encore, on va lui en donner plus encore aux jeunes avec Torque. Comment on va lui prendre son argent. Et du coup Joseph Kahn il dit ouais attends d'accord ok, et du coup il a vu une façon de rentrer là-dedans et il y a à la fond parce que dans Torque du coup t'as tous les outils au niveau de mise en scène tu peux avoir. Torque la route sans flamme. Voilà, merci. Mais t'as tous les outils de mise en scène, t'as plein de trucs avec les caméras embarquées, des caméras miniatures, du split diopter, voilà tout ce que tu peux imaginer. Mais t'as énormément de numérique. Ouais. Alors moi j'ai un copain qui s'appelle Dick Ferrand qui avait bossé dessus, qui est Matt Painter à la base, et lui il m'avait raconté ça name drop hein. Ah, ouais mais il est super Dick, c'est un mec super, mais ça fait longtemps que je l'ai pas eu d'ailleurs. Comment vas-tu Dick? Mais et du coup il m'avait raconté que bosser sur Torque pour lui mais c'était le panard total parce que Joseph Kahn était, alors je sais pas si, j'ai pas l'impression qu'il prenne de la cam Joseph Kahn, mais enfin en tout cas apparemment il était hyper enthousiaste tout le temps et tout, il demandait des trucs tout le temps et les mecs ils lui disaient mais non mais peut-être pas, et lui il disait si la caméra va passer sous les rails du train ou des trucs comme ça quoi, et c'est vrai que ça se sent, enfin du coup c'est au niveau de la mise en scène numérique c'est un truc de malade avec des doublures numériques aussi, c'est-à-dire que t'as des personnages en fait des motards sur le truc qui se retrouvent sur des trains en train de tourner etc voilà. Alors le truc c'est qu'on a beaucoup contextualisé, beaucoup, mais on n'a pas vraiment parlé du film en soi, c'est-à-dire on en a parlé de manière détournée presque, c'est-à-dire qu'en gros ce que je veux dire par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de film quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est un peu compliqué avec ce film, c'est à la fin on se retrouve avec des moments que tu retiens. C'est-à-dire,
on est quasiment impossible de pitcher l'histoire parce que ça serait filmé par un gars. Il y avait un film qui est sorti quasiment au même moment qui s'est fait bouffer d'ailleurs par Torque. C'est-à-dire que c'est un film qui a encore moins bien marché que Torque, qui s'appelait Biker Boys, avec Laurence Fishburne notamment. Tu vois, je me souviens, et ça, c'était tout pourri. C'était filmé tout mou, tout machin. Tu vois, limite. Alors, je m'en rappelle plus non plus du film, mais je pense qu'on pourrait le raconter plus facilement que Torque, quoi. Parce que Torque, finalement, qu'est-ce qu'on retient ? On retient des scènes. C'est ça, des plans. Des plans. Et en fait, t'as notamment, par exemple, donc, la scène d'ouverture dont on a parlé. T'as notamment un plan qui arrive sur l'accélérateur d'une moto avec la caméra. Tu te rappelles de ça ? T'as un travelling avant qui passe à travers des trucs et qui arrive sur un accélérateur de moto, et le moment où le motard accélère sa bécane, t'as la caméra qui tourne sur son axe en fait en même temps. C'est des trucs complètement. Voilà. Et t'as cette scène autour du train. Ouais, qui est complètement aussi, voilà, tu vois, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Et t'as la poursuite finale. Mais qui est incroyable. Alors t'as deux trucs. T'as le combat entre les deux de meufs. Moto entre les deux nanas, le crépage de chignon, tu vois, parce avec que Jamie c'était Presley, je sais plus comment s'appelle l'autre. Monette Mesure. C'est ça. Ouais. Bref, et ce combat où elles font n'importe quoi avec les motos, enfin littéralement, c'est-à-dire elles font du 1 roue, tu sais, elles se mettent sur une roue comme ça et se tapent dessus, tu sais, comme si c'était des kaijus, enfin comme si c'était des mechas, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est du carfou là, ce que les Wachowskis appelaient le carfou là pour les motos fous quoi. Voilà, mais avant l'heure. Et puis c'est marrant, c'est de le comparer par rapport à Speed Racer qui pour le coup a une maîtrise totale. En fait, mais Speed Racer c'est dans un univers totalement comment dire. Voilà, c'est pas loin. Hein. Enfin, je veux dire, t'es pas dans un univers numérique reconstitué totalement, mais non, mais là c'est pas loin. Là, c'est surtout c'est un univers de beauf dans lequel t'as quand même des points d'ancrage. Je veux dire, c'est Ice Cube quand même, le mec qui est quand même habillé comme un sapin de Noël là, tu vois. Je crois qu'il est nul, hein, pourtant Ice Cube. Mais alors, je crois que dans ce film-là, il est particulièrement pas nul. Ice Cube comme ça. Déjà, et ensuite, voilà. Enfin, alors c'est vrai que ce qui était génial, c'était Ice Cube et ils se retrouvent là-dedans. Les mecs, ils se sont dit, ah putain, quel talent, on va le mettre dans Triple X2. on va lui faire manger des hamburgers. Et voilà, tu vois, et c'est le premier film d'action. Faut qu'on fasse un truc sur Triple X2, quoi. Mais alors, et le truc, si tu veux, c'est que donc la scène finale, c'est ouf. Parce qu'il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes, c'est une ligne droite. C'est une poursuite en fait en ligne droite. Sauf qu'en fait, rien n'est droit dans la mise en scène. La plus décevante de l'histoire de la poursuite. C'est-à-dire que normalement, une poursuite, l'archétype de la poursuite, c'est d'avoir des obstacles. C'est d'avoir un parcours un peu sinueux. Et comme tu le dis, c'est tout droit. Il y a quasiment pas d'obstacle, un peu à la fin. C'est incroyable. Par contre, tout se joue à la caméra. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est hyper conceptuel en fait. Ouais, mais alors c'est hyper conceptuel, mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le propre du cinéma à la base, tu vois, c'est-à-dire que de faire passer des vessies pour des lanternes, tu vois. Sauf que là, en fait, ça fait passer des vessies pour des vessies, parce que le problème, si tu veux, c'est que tu te retrouves en fait avec des plans complètement ouf. Incroyable. C'est-à-dire, en fait, t'as ce moment, par exemple, où la caméra, en fait, tout le monde en parle, quoi. Ouais, en fait, la caméra, en fait, montre le rétroviseur. D'un seul coup, le mec, en fait, voit le mec derrière, si tu veux, la caméra suit le type en train de tirer une balle, si tu veux, pour créer, en fait, si tu veux, mais là, je le raconte dans la façon dont c'est filmé, c'est-à-dire, ce qui se passe globalement à l'écran, c'est que les mecs se poursuivent, il y en a un qui sort son flingue, il tire sur comment t'appelles ça, le réservoir d'essence de l'autre, tu vois, puis il tire une balle et en fait, ça prend feu et ça explose, tu vois. Voilà, c'est aussi con que ça, tu vois. Sauf que, à l'écran, c'est pas exactement ça. Ce qui se passe à l'écran, c'est que la caméra suit le flingue, qui tire, c'est faire compliqué au lieu de simple. Voilà, c'est ça. Qui part dans le truc, qui fait sauter le machin, et en fait, quand la caméra revient, elle passe à travers le cerveau du mec, si tu veux. Et en fait, tu vois littéralement les méninges du mec comme si c'était Fight Club, tu vois, ou je sais pas quoi. Et ça devient littéralement abstrait, c'est de l'art abstrait. Ouais, parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le revoir 3 fois pour comprendre. C'est quand même un film complètement unique, quoi. Torque, La route sans flamme. Et encore, la façon dont je le raconte, il vaut mieux le voir, en fait. Il y a cette scène, moi, il y a une autre scène. Je pensais pas que tu allais parler de ça. Je pensais à la scène, à la Fast and Furious, sauf que lui, il va plus loin. Où il y a le méchant, c'est le méchant, je crois, qui accélère, qui met un truc de nitroglycérine, je sais pas quoi, là, dans son moteur. Moi, je connais rien dans les moteurs. Et en fait, donc, tu commences à l'intérieur du moteur, sauf que tu sors par le mec et tu sors par sa tête. Oui, c'est ça. Et là, tu es en train de reconstituer le chemin et tu dis, mais alors, du coup, attends, en fait, je suis passé par son cul au mec. En fait, la caméra, elle est passée par son cul, mais c'est forcé, quoi. Tu vois. Et lui, il a forcément pensé à ça. Enfin, c'est obligé quand t'expliques au truc. C'est long à concevoir ces plans-là. C'est compliqué, quoi, tu vois. Et c'est hallucinant. Enfin, moi, je
j'avais pas vu ça avant, j'ai jamais vu ça en fait après vraiment à ce point-là, quoi. Et en fait, il y a un nom qu'on n'a pas cité parce que ça fait mine de rien quasiment une demi-heure qu'on parle, et il y a quand même un nom qu'on n'a pas cité, et je pense que clairement en fait dans sa tête, Joseph Kahn il s'est dit je vais lui niquer sa mère, tu vois, à lui celui-là, tu vois, ce réalisateur-là spécifiquement, et c'est ni Russell Mulcahy, c'est ni tous ces mecs-là, c'est Michael Bay, quoi. Bah, bien sûr, c'est une évidence. Et en fait le truc, si tu veux, c'est que globalement on pourrait dire qu'il y a un fonctionnement. Alors moi je pense qu'il y en a un qui est très honnête avec ce qu'il fait, c'est Michael Bay, et l'autre qui l'est beaucoup moins, mais indépendamment de ça, il y a un fonctionnement dans la fabrique du money shot, disons, tu vois, qui pourrait être similaire, c'est-à-dire, sauf que et là en fait c'est là où en fait on me reproche, apparemment on m'a reproché de faire comment dire, les louanges, de tirer les louanges de Michael Bay à chaque podcast, mais je recommence. Pour le coup, en plus, je vais abonder dans ton sens. Sauf qu'il y en a un, et en fait, il y en a un. Déjà, il prend en compte la physicalité du plan, c'est-à-dire en fait sa présence, en fait la présence physique de la caméra. Ça dépend, pas toujours. Ça dépend, mais en fait, en tout cas, c'est pensé autour de ça. Moi, je trouve, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mais c'est obligatoire parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe à l'écran. Et malgré tout ce qu'on peut reprocher à Michael Bay, et ça, on peut lui reprocher beaucoup de choses, quand il fait des money shots de ce type-là, c'est-à-dire qu'il investisse le numérique, etc., etc., en fait, tu les comprends au final. Parce que en fait, il sait faire durer son plan, même si c'est des plans courts, il sait faire durer son plan de 9, 10, 15 secondes, suffisamment en fait pour que tu te dises, au bout d'un moment, tu arrives à un wow factor. C'est-à-dire, tu regardes le truc, tu fais ah, tu vois. Là, le problème de ces films-là, c'est qu'en fait, ils s'enchaînent. Dans Torque, La Route sans flamme, t'as pas de wow factor. T'as des trucs où tu dis, le truc est taré. Qu'est-ce qu'il fait, quoi, voilà. Tu vois, mais à aucun moment tu te dis, oh, c'est impressionnant, quoi que ce soit. Jamais, ça n'arrive jamais. Voilà. Et il du a coup, aucun sens du spectacle. C'est pas les mêmes budgets, évidemment, hein, quand on parle d'un Transformers et d'un Torque, tu vois, mais quand bien même, si tu veux, le mec enchaîne, si tu veux. C'est ça aussi dans Torque. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on parle de ce plan-là, mais en fait, il a aussi les obligations. C'est-à-dire que d'un seul coup, la moto, elle va super vite, et puis en fait, hop, il y a un plan de cul, tu vois, il y a un plan de nénette, en fait, avec. Non, mais c'est pour dire que, tu vois, je veux dire, le facteur beauf, en fait, est toujours là, tu vois, il le fait toujours, en fait, tout ça. Et au bout d'un moment, quand tu regardes cette poursuite, j'ai pas envie de dire c'est de l'art abstrait parce que ça serait vraiment trop d'honneur, en fait, quelque part. Et pourtant, tu vois, c'est un peu le cas, quoi. Je le dis pas pour Michael Bay non plus, remarque. En fait, ce qui est bizarre de Torque, c'est que, et en le revoyant, ça m'a fait ça, c'est que je pense déjà c'est un film qui est beaucoup plus digeste par morceau que sur la totalité, parce que c'est pas un film. Et pourtant ça dure 1h20. Et pourtant ça dure 1h20 exactement. Ouais. Et c'est pas du tout un film, en fait. C'est un objet machin. Et c'est quand même un pas film. Un clip, en fait, c'est rien, tu vois. Et en fait, c'est aussi un film, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, c'est quand même un film qui est plus rigolo. C'est plus rigolo d'en parler que de le regarder quelque part. Parce que. Et c'est pas ce qu'on aurait cru. Non, et en fait, c'est parce qu'en fait, je pense encore une fois, et je reviens à ce qu'on disait au début, je pense qu'en fait il y croit pas, il aime pas ce qu'il fait, en fait, et il s'amuse à le faire, et c'est pas pareil, en fait, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, la foi que t'as dans ton projet, rejaillit dans ton truc et dans le produit final, quoi. Et Torque, ça rejaillit. La Route sans flamme, ça rejaillit pas, en fait, dans le produit final. C'est-à-dire que voilà, il sait pas que la question de la surdose de bonbons qui piquent, en fait, quoi. Il y a aussi cette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas aussi un perso sur lequel tu peux t'attacher. C'est tous des têtes de cons, en fait. Puis la star, là, Jay Hernandez, il est. Alors c'est pas Jay Hernandez, la star, c'est Martin. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais plus quoi. Il est nul. Le mec de The Ring. Il a aucun charisme, le mec. Il est nul à chier, quoi. Il a rien, il trimballe rien. Mine de rien, t'avais Paul Walker et Vin Diesel dans le premier Fast and Furious à une époque où ils avaient encore quelque chose, quoi, tous les deux, quoi. Moi, je trouve, quoi. Mais là, attends, je suis désolé, quoi. Mais là, c'est la misère, d'accord, bien quoi. sûr. Après, moi, je pense que effectivement, de toute façon, tu peux pas l'enlever à Fast and Furious puisqu'il y a eu 9 films donc maintenant, et que mine de rien, en fait, ces 9 films, ils fonctionnent aussi parce que justement, en fait, les gens sont attachés à ces comédiens-là. C'est-à-dire que quand il y avait plus Vin Diesel et il y avait plus Paul Walker dans Fast and Furious 3, Tokyo Drift, tu vois, La Route sans flamme, pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois, bref, peu importe. En fait, le film ne marchait plus, c'est-à-dire pour la plupart des gens. Et d'un seul coup, ils font revenir Vin Diesel et ça y est, ça redémarre comme en 2001, quoi, tu vois. Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que donc oui, c'est contextuellement, c'est vrai ce que tu dis, tu vois. Après, moi, personnellement, c'était une énorme déception de voir Vin Diesel faire ça après Pitch
Pitch Black, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, voilà, du coup, Torque, c'est quand même un objet tout à fait étonnant. Je pense que c'est quand même un truc, quand tu t'intéresses au cinéma, et surtout au langage du cinéma, et encore plus au langage du cinéma dans lequel, augmenté par le numérique, où tous les outils, c'est-à-dire quelqu'un qui est un chercheur de formes, voilà, quand tu t'intéresses à ça, à chercher des formes nouvelles et tout, c'est un objet... c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, c'est un truc qui devrait être analysé dans les écoles de cinéma et tout. Moi, je trouve un temps que la route s'enflamme. Mais je le dis très sérieusement, c'est-à-dire que quand j'avais fait, ça m'est arrivé de faire des conférences et tout à des étudiants et tout. C'est un film que je montre systématiquement, comme je montre d'ailleurs des Michael Bay et tout, parce que il faut savoir que c'est possible. Il faut savoir que ça existe. Et il faut savoir que c'est pas forcément une bonne route à suivre. Et puis c'est quand même rigolo d'en voir par moment. Alors, voilà. Moi, je comprends ta démarche, évidemment. Je trouve que ça serait faire trop d'honneur à ce mec-là parce que je pense qu'il se la pèterait, tu vois, d'un seul coup, de se dire qu'il est étudié dans les écoles de cinéma. Et en fait, l'autre problème, si tu veux, c'est que pour finir sur Michael Bay, par exemple, si tu veux, c'est-à-dire que la forme cynique générale du film, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait dans toute cette idée-là, l'idée c'est de faire la nique à Fast and Furious, l'idée c'est de faire de la nique en fait au studio, l'idée c'est de faire de la nique à Michael Bay, et le problème c'est que, et c'est là où j'ai pas vraiment envie de parler d'ovni en fait avec ce film, c'est là où c'est aussi compliqué, c'est-à-dire qu'en fait c'est à voir. C'est clairement, si vous vous intéressez au cinéma, ne serait-ce qu'au cinéma d'action, c'est à voir, tu vois. Mais c'est nul, il faut être conscient de ça, quoi. C'est un échec. C'est un vrai échec. Plus que nul, c'est plus compliqué. Nul, c'est pas pareil. Bah, c'est un échec, vraiment. C'est-à-dire que quand il essaye de faire tout ce que je dis, la nique à ça, la nique à Michael Bay, la nique au studio, la nique au genre, tu vois, il y arrive pas, en fait. C'est-à-dire, il y arrive jamais. Et du coup, c'est vrai. C'est un film qui est très, comment dire, alors c'est un film qui est unique, c'est-à-dire qui est à part complètement dans son fonctionnement, quoi, qui démontre en fait à un moment donné que bah oui, à un moment, enfin, il y a des règles de découpage, si tu veux, qui existent pour des raisons, en fait, si tu veux, spécifiques, tu vois, et là, en fait, lui, il les fout toutes à la poubelle, tu vois, avec son premier film, quoi. C'est pas ce qu'il fera, d'ailleurs, par la suite, ça sera beaucoup plus tenu, voilà, et ben, à un moment donné, il sera aussi obligé de s'accrocher à ce qu'il raconte, et puis, d'un seul coup, quand c'est ton pognon, peut-être que tu fais attention aussi, quoi, j'en sais rien, je sais pas comment ça marchait dans sa tête, quoi, mais c'est vrai que cet aspect un peu... Enfin, le fameux truc intello que lui revendique dans son film, c'est pour moi c'est de la flûte. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est complètement, tu vois, c'est-à-dire que c'est pour moi c'est enfin tout ce qu'on peut reprocher à Michael Bay, si tu veux, là on est en plein dedans, on va dire, si tu veux, et surtout c'est l'aspect condescendant d'un clipper, en fait, si tu veux, qui se lance dans le long métrage. Pour moi, il est là le fond du problème. Oui, alors il y a un autre truc aussi, c'est un machin aussi où tu te dis, tu vois aussi les limites de la pensée en te disant, quelle que soit la production, quel que soit le projet, je réussirai à y mettre ma patte. Et qu'il y a un truc, moi, que je pensais à une époque. C'est-à-dire, je me disais... bon, je suis pas réalisateur de fiction, mais je me disais, à une époque où je rêvais vraiment de faire ça et tout, je me disais, mais même si je dois réaliser un épisode de Hélène et les garçons, je trouverais, avec des mouvements de caméra, faire des trucs intéressants. Et en fait, Torque, c'est vraiment le truc qui te prouve le contraire, en fait. Ouais, qui te prouve qu'au bout d'un moment, un film, c'est aussi un tout, c'est aussi un ensemble. Et que tu peux pas hurler ton nom comme ça sans qu'il y ait des dégâts, en fait, au final. Et puis, la démarche dont tu parles, c'est une démarche que des plus grands réalisateurs se sont posés, en fait, comme question. C'est-à-dire que cette question-là, en fait, par exemple, Spielberg, il a eu la même quand il a décidé de réaliser l'épisode de Columbo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il le reconnaît lui-même, il dit j'ai tout fait pour me faire reconnaître, en fait, si tu veux, pour que ça soit pas un épisode de Columbo traditionnel, et j'ai déconné. J'aurais pas dû fonctionner comme ça, et en fait, l'épisode, il est imbitable à ses yeux, tu vois, à cause de ça. Donc, si Spielberg se dit ça, tu vois, Joseph Kahn, bon, bah, je suis désolé, qui est quand même à l'autre bout du spectre, tu vois. Enfin, voilà. Mais, justement, le truc de Joseph Kahn, c'est que même s'il reconnaît l'échec aujourd'hui, il a quand même cette espèce de côté un peu précieux de se dire oui, mais... C'est un film, sur son site officiel, je suis allé voir, il le présente comme le film culte Torque, La route sans flamme, ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Ce qui n'est pas totalement faux, mais en fait, par la force des choses, c'est encore une fois, c'est-à-dire que c'est facile de trouver que c'est culte, en fait, un film comme ça. C'est-à-dire que nous, on est même parti sur cette base-là pour se dire, tiens, tu vois, on sait que le film a encore une aura aujourd'hui, on sait qu'il existe, on va en parler pour voir, on l'avait pas revu, on l'a revu. Bah, je suis désolé, ça tient pas le tient terme, pas, mais quoi. ça reste. Non, mais ça tient pas le terme culte, en fait, en vrai même. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à dire
c'est bon, c'est mauvais, c'est nul, c'est machin. Enfin, si on sait que c'est pas bon, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal à dire est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est autre, tu vois. Mais même dans le autre, j'ai pas envie de dire que c'est un ovni parce que c'est pas vraiment un ovni, c'est quand même un putain de film de studio avec tout ce qui pue dedans, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc tout ce qui est c'est pas aussi extrême, si tu veux, un film comme Tomb Raider, par exemple, de comment il s'appelait là, de Simon West. C'est pas aussi extrême dans l'approche, mais tu sens tous les trucs de studio, en fait, que voilà, et c'est pareil, c'est un film qui est dans ce mood-là, en fait, c'est dans ce moule, en fait, de trucs foireux. C'est vrai, non, voilà. c'est vrai, c'est indéniable, mais ça reste quand même. Terminons sur un truc un peu positif, ça reste un truc à part, unique, un objet. Un objet unique à part dont vous pouvez regarder des bouts avec un certain... Je pense que c'est un film qui est beaucoup plus facile étonnant à regarder sur YouTube en bout, effectivement, que en fait, si vous vous le lancez sur, je sais pas où est-ce qu'il serait dispo, Netflix ou ailleurs, tu vois, Amazon, tout ça, ou en VOD, quoi. Donc ou en Blu-ray, DVD, Blu-ray, enfin bref. C'est effectivement, à mon avis, un film plus digeste, en tout cas plus intéressant. En fait, si on veut vraiment le regarder comme un objet de cinéma, effectivement analysé pour les mauvaises raisons. Voilà, exactement. Voilà. Bon, on en s'arrête là, hein, je pense. Oui. Voilà, donc Torque, La route sans flamme. La route sans flamme, Torque. Tu vois, en fait, je trouve que ça fait film français, tu vois. Ça fait, comme ces films, tu mettrais Torque entre parenthèses, tu vois. C'est-à-dire, Louise, Tech Two, tu vois, entre parenthèses, ce genre de truc. Comment je me suis disputé entre parenthèses ou ma vie sexuelle, tu vois. Portée disparue 2. Pourquoi? Voilà, tu vois. Ouais, mais ça c'était la tagline, c'était pas la même chose, quoi. Bon, merci Julien. Bah, merci Stéphane. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis jusque-là sur ce film, comment dire. En plus, je sais même pas si c'est un film en fait. C'est encore une fois c'est très difficile. Ouais, sur cet objet. Voilà. Merci à la technique qui lui n'a jamais vu Torque, mais. Il en a rien à foutre. Là, il est en train de faire. Je vous dis en direct, là, il fait un Candy Crush. Ouais, il fait un Candy Crush sur son téléphone. Voilà. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent, y compris pour ce genre de projet un petit peu ce podcast beaucoup, même un peu autre tu vois, voilà. Mais en même temps pareil, comme Waterworld, on avait fait en fait un sondage et il est arrivé en tête, C'était quoi le truc? Merde, je me rappelle. Ultraviolet. Bon, mais les mecs, je pense qu'on aura exactement le même problème avec Ultraviolet, les amis, Ultraviolet, quoi. Mais c'est vrai qu'on a mis en comparaison. En fait, c'est marrant, c'est deux films d'ailleurs qui parlent, c'est à peu près la même période. 2-3 ans, et ça participe un peu du même mouvement en fait. C'est vrai que ce serait un peu redondant. Si ce n'est que de mémoire, parce qu'on du coup on n'a pas revu Ultraviolet, tu vois. En fait, dans Ultraviolet, c'est la première heure qui est comme ça, et après en fait ça devient un film totalement normal mais mauve. Tu vois, voilà. Et donc oui, c'est Torque qui a gagné, mais peut-être qu'on refera un sondage avec Ultraviolet, puis on verra ce qui se passe, quoi. Même si on a déjà fait notre podcast sur Mila Jovovich avec Monster Hunter, n'est-ce pas, que je vous engage à écouter, mais c'est un sale temps pour un film, ce n'est pas un stéroïde. Pour nous suivre, les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, on n'a pas de TikTok, toujours pas. J'essaye de convaincre Alain, mais il veut pas le faire. Et Julien non plus d'ailleurs, tu vois. Mais Julien il sait même pas ce que c'est TikTok en vrai. C'est quoi? Voilà, c'est TikTok. Bref, et la prochaine fois, je pense que très globalement, il y a quand même des chances que le prochain film soit meilleur. C'est possible. Voilà, c'est possible. Je sais pas encore ce que c'est parce qu'en fait, on enregistre un peu dans le désordre et en fait, on publie un peu quand. Si c'est Waterworld, ce sera meilleur. Quand nous sommes non, Waterworld, on l'a déjà passé. Voilà, donc, la prochaine avec un vrai film cette fois. Peut-être. La route s'éteint. Voilà.